Bonjour à tous, je suis Eneko Jorajuria, je m'occupe de l'association 10 jours sans écran. Notre principale action, c'est de proposer un défi collectif au printemps chaque année, depuis 2018. Un défi au succès croissant. Il s'appuie sur le principe du défi 10 jours sans écran de Jacques Brodeur. Voilà, on a repris la recette telle quelle avec les 10 jours, pas 3, pas 7, pas un mois. On fait 10 jours. Voilà, je pense que le fait de proposer ce défi de manière collective, c'est-à-dire en proposant à toutes les écoles qui le souhaitent, tous les collèges qui le souhaitent, toutes les crèches qui le souhaitent, de le faire en même temps, eh bien, ça crée une mobilisation sociétale d'envergure je pense que ce projet a du potentiel et qui peut répondre à certaines questions qui ont été posées tout à l'heure. Et voilà, je vais essayer de vous montrer un petit peu tout ça. Alors, le défi 10 jours sans écran, on l'a pas détaillé depuis le début de la journée. Alors, je vais rappeler quelques principes. Voilà, le défi 10 jours sans écran, c'est un exercice collectif de déconnexion numérique qui vise à éduquer à la réduction du temps écran. On parle beaucoup de ça depuis ce matin. Voilà, adopter des habitudes de vie plus saines en famille et mieux distinguer les écrans qui rendent service des écrans qui asservissent. Alors, pour se lancer dans un défi 10 jours sans écran, il faut une préparation soignée. Voilà, elle est très importante, cette préparation. Elle dure quelques semaines, voire quelques mois. Et c'est tout le travail qu'on va faire avec les enfants, les adolescents, sur les effets. On va leur dispenser des savoirs sur les effets potentiel d'un temps excessif passé devant les écrans de loisirs. Et puis, ils vont réfléchir sur les effets que les écrans ont sur eux-mêmes. Et puis, on va leur proposer, à la fin de cette préparation, un exercice, une mise à l'épreuve du cerveau disponible, on va dire, qui va consister à se lancer de manière collaborative dans un jeûne numérique pendant 10 jours. Alors, pour aider à cette réussite, à réussir le défi, on propose aux enfants des activités, un programme d'activités. Et ce programme, il est conçu, il est élaboré par l'école et les parents, main dans la main, avec les associations de quartier, des associations du village, voire les collectivités territoriales. Parce que le défi doit être quelque chose de ludique. C'est quelque chose de ludique. C'est un événement qui est plaisant. Voilà, ce n'est pas quelque chose qui est rébarbatif. À la fin du défi, les parents, les enfants sont contents d'avoir vécu ce moment-là. Et puis, pour préparer les enfants à ce défi, voilà, comme le faisait Jacques Brodeur, on leur présente le défi comme un match de très haut niveau qu'on va livrer contre des adversaires redoutables. Alors, on leur parle un petit peu de captologie pour les plus grands. On leur explique que voilà, nous et les enfants et nous qui les accompagnons, nous sommes des amateurs et on va essayer de relever un défi vraiment très difficile, digne d'un exploit olympique. On va pour cela s'entraîner et s'entraider pour affronter les professionnels du divertissement, du marketing. Alors pour cela, il y a des outils. Pour réussir ce défi, on leur donne un carnet de bord. J'en ai déposé là-bas au fond, vous pouvez aller les voir si vous voulez. Dans ce carnet de bord, il y a entre autres la possibilité de noter les points gagnés au quotidien. Les enfants peuvent gagner 6 points par jour, donc un le matin, un autre le midi, l'après-midi, le soir, avant de se coucher, et la nuit aussi, parce que maintenant les écrans, ils sont utilisés la nuit, pendant le sommeil. Et donc à chaque fois qu'un adolescent se passe d'écran sur un de ces temps-là, il rapporte un point à l'école. Voilà, l'idée c'est de créer plus d'émulation que de compétition, c'est-à-dire qu'on cumule tous les points gagnés par les enfants pour l'école. Voilà, on met un grand compteur collectif sur la façade de l'école, par exemple, et au quotidien, on calcule les points que gagnent les enfants, et puis on essaye de passer
dépasser certains seuils. Voilà. La première année, on voulait dépasser 10 000 points, nous, à l'école. J'ai oublié de vous dire que j'étais enseignant à l'école Saint-François-Xavier du Rugne. Et donc, voilà, petit à petit, on a réussi chaque année à gagner des points supplémentaires. L'année dernière, on en a gagné 20 000. Et ça, c'est quelque chose qui motive vraiment les enfants d'essayer de faire monter ce compteur collectif. Alors, le défi 10 jours sans écran, il s'est appuyé sur un programme élaboré par des scientifiques, le programme SMART, qui a été élaboré par l'université de Stanford, par le docteur ou le professeur, je ne sais plus, Robinson, dans les années 90. Voilà. Alors, c'était un programme, une étude rigoureusement menée. Les résultats de cette étude sont encore utilisés aujourd'hui quand on va voir le communiqué de l'ANSES qui parle des effets de la sédentarité et du temps excessif passé devant les écrans de loisirs. Dans la bibliographie à la fin de leur document, on trouve ces résultats-là. Alors, ce programme, il a des résultats étonnants. C'est-à-dire que ce programme, il consistait à dispenser des leçons aux enfants qui avaient à peu près 9 ans dans une école de Californie, une école tirée au sort. Et c'était 18 leçons dispensées sur 6 ou 7 mois. Des leçons où les enfants apprenaient les effets d'un temps excessif passé devant les écrans de loisirs, les effets des écrans sur eux-mêmes. Voilà, ils étaient informés et puis on leur donnait on leur donnait de bonnes raisons, mais aussi envie de se déconnecter. Et puis on leur apprenait aussi comment ils pouvaient le faire. Et suite à ces 18 leçons, entre ces 18 leçons, au milieu de ces 18 leçons, je ne vous l'ai pas dit, mais il y avait aussi un exercice de déconnexion numérique de 10 jours. C'est cet exercice-là qui a, je crois, inspiré Jacques Brodeur. Les résultats ont été étonnants. Le premier résultat, c'est que, en dispensant des leçons à l'école, auprès des enfants, non pas directement auprès des parents, mais auprès des enfants, on arrive à constater une réduction du temps écran à la maison, par les enfants, mais aussi par les frères et sœurs, mais aussi par les parents. C'est-à-dire que, par exemple, on constate que les enfants qui ont suivi ce programme, à la fin du programme, mais aussi plusieurs mois, voire plusieurs années, je crois, après, mangent plus souvent le soir sans écran. Voilà. En plus de ça, en plus d'arriver à faire baisser le temps consacré aux écrans de loisirs dans les foyers, les scientifiques ont constaté qu'il y a eu une baisse de l'adiposité. Donc le simple fait de baisser le temps écran fait baisser l'adiposité. Alors ce qui est important de dire, c'est que dans cette étude, ils n'avaient pas à côté proposé d'autres activités physiques qui pourraient faire dire que oui, mais en réalité, c'est parce qu'ils ont fait plus d'activités physiques qu'ils ont perdu du poids. Non, c'est juste le fait de passer moins de temps devant les écrans de loisirs qui provoque une baisse de l'adiposité. Mais aussi une réduction des comportements violents dans la cour et une baisse des comportements consuméristes à la maison. Alors, depuis 2003, vous le savez, l'année de création du défi 10 jours sans écran, des centaines d'écoles et de collèges l'ont repris, l'ont enrichi. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un défi, on pose souvent la question est-ce qu'on peut faire un défi? On est une association, on est un centre de loisirs. Vraiment, le défi, si on veut reprendre la formule de Jacques Brodeur, et je pense qu'il faut la reprendre sans trop la modifier, puisque c'est une recette qui fonctionne très bien, le défi, il est basé sur un effort conjoint qui est mené entre les enseignants et les parents. Là, vraiment, il le disait à chaque fois, Jacques Brodeur, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait cet effort commun. Voilà. S'il n'est pas organisé par une école, le défi fonctionnera beaucoup moins bien. Et si les enseignants le font sans en parler aux parents, ou le contraire, si c'est les parents qui veulent sans avoir l'aval des enseignants, c'est beaucoup plus difficile. Alors, je vous ai mis quelques photos pour illustrer un petit peu comment ça se passe un défi. Donc, il y a des activités préparatoires en classe.
Les enfants, ils sont questionnés, ils débattent, ils réfléchissent sur les points dont je vous ai parlé tout à l'heure. On peut faire des activités de la maternelle au lycée. Voilà, ici, il y a des vidéos de Jacques Brodeur qui s'adressent à des enfants de 4 ans dans une maternelle pendant 20 minutes. Voilà, il y a vraiment des choses qui sont possibles. On peut vraiment parler de ça, des écrans, voilà, dès la maternelle. Alors ici, c'est l'exemple de l'école dans laquelle je travaille, où le premier jour du défi, une fois que la préparation est terminée, on fait une cérémonie d'ouverture. Voilà, on essaye de faire un événement de ce défi, ce qui fonctionne assez bien parce que on informe la presse qui vient, donc il y a la presse écrite, il y a la télé qui vient des fois. Les enfants sont réunis devant la façade de l'école. Les parents qui sont disponibles, les grands-parents sont invités. Voilà, ça crée un événement important. On met en place le compteur collectif, voilà, avec les moyens du bord. On va l'amorcer pendant la cérémonie. Et puis, il y a des écrans qui sont symboliquement accrochés. Et il y a 3, 2, 1, 0. On les débranche symboliquement et le défi commence. Voilà. Alors, les enfants, pour la cérémonie, certains viennent habillés en sportif parce que, d'une part, le premier effet du temps excessif passé devant les écrans, c'est la sédentarité et le manque d'activité physique. C'est ce que nous dit l'ANSES, ce que dit l'OMS. C'est ce qui est le plus facilement compris par les enfants et par les parents. Voilà, c'est le temps pris sur cette activité physique. Et donc, le défi, c'est l'occasion de reprendre de bonnes habitudes à ce niveau-là. Et puis aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, on leur a présenté le défi comme un match. Et donc, chacun amène sa tenue de sport préférée. Voilà, ça c'est quelque chose qui fonctionne bien. Alors derrière, vous avez aussi des personnalités locales qui sont invitées et qui viennent soutenir la démarche des enfants. Alors ici, ce sont des sportifs. Voilà, il y a des joueurs de rugby, des surfeurs, des joueurs de pelote. Il y a même des danseurs classiques. Voilà, et ça compte aussi pour la motivation des enfants. Il y a une séance d'autographes où les personnalités dont je vous ai parlé tout à l'heure prennent le temps de signer chacun des carnets de bord, les carnets de bord que les enfants qui ont été remis aux enfants le premier jour du défi. Voilà. Donc voilà, les enfants, pour eux, ça crée de l'importance. C'est un vrai événement pour eux. D'autant plus que si les personnalités se déplacent pour les encourager, ça leur montre vraiment qu'il y a quelque chose d'important qui se joue avec ce défi. Le carnet de bord, il est vraiment important parce que voilà, il permet de découper le défi en plusieurs tranches. Déjà, il y a une page par jour. Et puis, je vous l'ai dit, la journée est découpée en 6 moments. Et donc, c'est plus facile de découper une tâche difficile. Quand elle est découpée en petites tâches, voilà, la motivation est plus facilement mobilisable. On leur donne aussi un badge. Chaque enfant qui s'engage dans le défi, parce que le défi n'est pas obligatoire, celui qui choisit de relever le défi, on lui remet ce badge qu'il a droit de porter pendant les 10 jours du défi et même après s'il le veut. En général, il le porte assez fièrement. Ce matériel-là, c'est l'association 10 jours sans écran qui le fournit aux écoles qui en font la demande. Et puis pendant le défi, il y a des activités. Voilà, donc là, c'est une association qui voulait proposer du disco golf. Voilà, je ne connaissais pas. C'est une activité qui mélange le frisbee et le golf. Voilà, donc les enfants ils découvrent des nouvelles activités, des choses qu'ils n'avaient jamais essayées, et puis ils le font avec les parents. Alors ces activités, elles ont lieu à 4h30 après la classe, le mercredi, le samedi ou même le dimanche. Alors elles peuvent être très variées. Ça peut être une nuit sous la tente, ça peut être un concours de pétanque, des jeux de société, etc. Et puis à la fin du défi, les enfants, il leur a été remis un diplôme
Voilà, donc un diplôme médaille d'or s'ils ont réussi à tenir 10 jours complets sans aucun écran. Médaille d'argent s'ils ont fait 9 jours. Médaille de bronze s'ils ont fait 8 jours. Voilà, alors là, il n'y a pas de compétition. Chacun peut remporter la médaille d'or. Il y a autant de médailles d'or que d'enfants qui ont tenu 10 jours. Hein. Voilà. Alors, Jacques Brodeur est venu à l'école 2 fois pour nous accompagner dans la préparation du défi. Et voilà, ça a venu à marquer les esprits. Quand je vous entends parler, je le reconnais vraiment. Donc, j'ai l'impression que chaque fois qu'il passe quelque part, tout le monde s'en souvient. Tout le monde se souvient de ce personnage. Il est charismatique et puis il a une vraie motivation viscéralement ancrée. À des moments, on se dit oh non, Jacques, c'est pas possible. Il arrive à nous motiver et à nous faire, à nous mettre en marche vraiment pour réussir quelque chose qui est vraiment très difficile. Parce que le défi, c'est vrai que c'est difficile à la base, mais avec cette motivation-là, on y arrive. Je trouve qu'on arrive à avoir des résultats très très positifs. Voilà. Alors, c'est un artiste du Rugne qui est spécialisé dans le portrait, qui avait fait le portrait de Jacques Brodeur à l'école. Alors, si vous passez à Urugne, dans la rue principale, qui est un des chemins de Compostelle, si jamais vous faites le chemin pour aller à Compostelle, vous passerez devant, vous pourrez le voir, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent avec leur sac à dos, qui regardent ce qui est indiqué sur le mur. Pardon ? Urugne, c'est au Pays Basque. Oui, Pays Basque. On avait fait aussi cette fresque un petit peu pour montrer aux enfants, aux parents que oui, c'est possible de vouloir et de pouvoir. C'est possible d'apprendre aux enfants et aux adolescents à vouloir et pouvoir réduire leur consommation médiatique. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle du défi que Jacques Brodeur a vraiment insufflé, c'est-à-dire nous montrer que c'est possible. C'est possible d'aider les enfants, les familles à prendre conscience et à mieux maîtriser le temps consacré aux écrans de loisirs. Bien sûr, il faut que ça soit un projet accompagné par les professionnels de l'éducation et les familles. Alors, pour revenir plutôt à l'association 10 jours sans écran, voilà, je vous l'ai dit, la principale action, c'est d'organiser un défi collectif au printemps. Cette année, il aura lieu du 23 mai au 1er juin. Voilà, chaque école, chaque collège, chaque crèche qui le souhaite peut s'y inscrire. L'inscription est gratuite. L'idée, c'est de créer une mobilisation sociétale autour de cette problématique du temps écran qui est trop important chez les enfants et les adolescents, chez les adultes aussi bien sûr, mais on travaille auprès des enfants et des adolescents. L'idée, c'est de faire la promotion du défi 10 jours sans écran, lui apporter plus de visibilité. Voilà. J'ai l'impression que ça fonctionne bien. Le défi est un outil qui est de plus en plus utilisé. On a de plus en plus d'écoles qui s'inscrivent. Alors bien sûr, il y a le travail d'autres associations. Toutes les associations qui en ont parlé tout à l'heure font que c'est un outil qui est de plus en plus connu. Mais le fait de proposer ce défi collectif, je crois, apporte vraiment cette visibilité. Alors, le travail de notre association, c'est essentiellement de gérer les inscriptions qui se font en ligne. On réalise quelques supports, le carnet de bord, la fiche, les badges. On aimerait en produire plus. Par exemple, le carnet de bord, ce serait bien si on pouvait l'adapter un peu plus pour les collégiens, si on pouvait l'adapter, si on pouvait faire un autre carnet de bord un peu plus adapté pour les maternelles, si on pouvait faire aussi un petit guide pour les parents, à destination des parents, pour tout parent qui est concerné par le défi à la maison. Qu'est-ce que le défi, quel est l'objectif, pourquoi on le fait, et comment réussir le défi, et comment maintenir les saines habitudes de vie sur le long terme après le défi. Voilà. Mais ça, ce sont des projets. Puis on distribue. Alors, il faut s'occuper des commandes, parce que les gens commandent du matériel, et puis ensuite, il faut les distribuer. L'année dernière, on a fait 3 webinaires pour les gens qui voulaient en savoir plus sur l'organisation du défi, comment s'y prendre, etc.
Voilà. Puis après, il faut faire un petit peu de communication sur cet événement. Et, franchement, il y a beaucoup de choses à améliorer, mais ça fait partie de ce qu'il faudrait qu'on améliore encore. Et puis, beaucoup de temps pour rechercher des financements, voilà, etc. Voilà ce que représente un peu le travail de l'association des jours sans écran. Alors, l'année dernière, on a proposé un défi collectif qui a eu lieu du 7 au 16 juin. Et 272 structures se sont inscrites, donc crèches, écoles, collèges, ce qui a représenté près de 38 000 enfants et adolescents. Alors vraiment, c'était un record. Voilà, on s'attendait pas à ces chiffres-là et c'est super. Alors, du coup, 38 000 enfants concernés par le défi. Quand un enfant est concerné par le défi à la maison, ça veut dire que peut-être les frères et sœurs aussi, ils vont être impactés parce que faire un défi, ça veut dire modifier un petit peu ses habitudes de vie pendant 10 jours. Ça veut dire aussi que les parents, ils sont impactés. Alors, je vous laisse faire vos suppositions sur le nombre de personnes qui est directement impacté dans son foyer pendant ce défi collectif. Moi, ça me semble très important. Voilà. Et c'est pour ça que je trouve que cette action-là a, il me semble, un vrai potentiel si on veut aller vers une plus grande prise de conscience, si on veut diffuser plus d'informations, si on veut contrebalancer un petit peu les discours dont on a parlé tout à l'heure. Pour vous montrer l'évolution des chiffres, la première année, en 2018, on avait à peu près 35 écoles, ce qui faisait 4500 enfants à peu près. L'année 2019, on avait fait un petit peu mieux, puis il y a eu la pandémie. Et puis, en 2021, après la pandémie, c'est vrai que pendant la pandémie, j'ai eu de gros doutes. Je me suis demandé si c'était toujours utile de continuer à essayer de limiter le temps écran de loisirs, etc. D'autant plus que il y avait des choses qui étaient arrivées pendant la pandémie. On s'est tous mis à la visio, et puis on s'est dit ah là là, c'est super ces visios, ça permet de se connecter, etc. Donc c'était vraiment dur après d'avoir un discours en disant écoutez, c'est bien de réduire le temps écran, etc. Donc il y a eu vraiment un moment de doute, mais on a repris en 2021 et là ça a explosé. Vraiment, après cette pandémie et ces confinements, j'ai vraiment senti qu'il y avait des besoins qui étaient identifiés dans les écoles et que le défi correspondait vraiment à une demande de tous ces organismes. Alors après 2021, je me suis dit, on n'arrivera jamais à refaire aussi bien que ce qu'on a fait cette année. On a plus que doublé. Voilà. Alors je me demande ce qui va se passer en 2023. Voilà. Je ne sais pas, parce que maintenant, on spécialise des vagues. Maintenant, il y a le pic, et puis il y a le creux, etc. Donc, j'en sais rien. Je ne sais pas où est-ce qu'on va se situer. Mais quand même, à cette période-là, on a beaucoup plus d'écoles inscrites qu'à la même période l'année dernière. Donc, il est tout à fait possible qu'on ait encore plus d'inscriptions l'année prochaine, en 2023. Alors, l'inscription, elle se fait par ce site-là, 10 jours sans écran. C'est le principal outil de communication de l'association. Et puis voilà, je voulais vous montrer un petit peu comment sont fichus les carnets de bord. Voilà, donc l'idée, c'est d'essayer de donner des informations aux enfants sur les écrans, le sommeil, les écrans, l'activité physique, leur donner envie aussi de faire autre chose que rester devant les écrans de loisirs, comme aller faire des activités en pleine nature, par exemple, ou prendre du temps pour la lecture. Et voilà. Et puis il y a aussi une page où on a des sportifs. Alors vous les connaissez pas parce ce sont des sportifs locaux. Moi, je pense que j'aimerais bien pouvoir avoir plus de personnalités locales, pas des grandes personnalités, mais des personnalités locales qui viennent appuyer un peu la démarche. Par exemple, vous êtes une école je sais pas, de Bretagne, et puis vous avez autour de vous, autour de votre école, un sportif par exemple, que les enfants connaissent bien, et qui voudrait bien appuyer cette démarche. Moi, je voudrais bien mettre sa photo, son nom, pour que les enfants ils visent dans leur carnet la photo de leur sportif à eux, qui est leur soutien, que nous on ne connaîtra pas forcément, c'est pas grave, mais pour créer un petit peu
cette mobilisation autour de cet événement. Voilà, puis je vous ai parlé des points dans le carnet. Alors, en 2021, on avait fait passer un questionnaire auprès des enfants, des parents, des enseignants. Alors, il y a certains chiffres. Alors, il y en a un que je n'ai pas mis, j'aurais dû le mettre, c'est que 97% des parents qui ont répondu, en tout cas, on souhaite que l'école propose à nouveau le défi. Donc, voilà, c'est quelque chose qui pourrait être considéré comme intrusif, c'est-à-dire c'est l'école qui organise quelque chose qui concerne les habitudes des parents à la maison, et pourtant, les parents en redemandent. Voilà. Ils sont 84% à dire que ça les aide à mieux maîtriser le temps que consacre leur enfant aux écrans de loisirs. Donc, ils nous disent, par ce questionnaire, que le défi les aide à mieux maîtriser le temps passé devant les écrans. Et il y a un autre chiffre qui est à peu près similaire, 83%, qui disent que ça les aide à développer des habitudes de vie plus saines à la maison. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Voilà. 95%, c'est le taux de participation des enfants quand le défi est bien préparé. Voilà. C'est sûr que le défi, s'il n'est pas très bien préparé, s'il est fait à la hâte, vous n'aurez pas 95%. Mais si vous le faites en vous y prenant à l'avance, si les enseignants le font avec les parents, etc., vous allez vraiment obtenir des taux de participation importants. Et puis, cette année-là, 100% des enseignants l'ont jugé significativement utile. Voilà. Donc, on a de plus en plus de soutien financier, vous voyez, la caisse d'allocation familiale, parce que je pense qu'ils y voient qu'il y a ce que disait Jacques Brodeur, c'est que ça consolide le gouvernement familial, il disait. Ça aide les parents dans leur rôle de parents. On a une aide dans le cadre de la MILDECA, mission interministérielle de la lutte contre les drogues et les conduites addictives. L'ARS aussi, donc il y a une question de santé derrière. Jacques Brodeur le disait dans un de ses textes qu'un jour on découvrira que le défi 10 jours sans écran est un vrai filon, je ne sais plus comment il le disait, mais qu'avec le défi, on faisait la prévention au niveau dans plusieurs domaines, la santé, l'éducation, etc., etc. Et c'est vrai que de plus en plus d'organismes semblent s'en rendre compte. Voilà. Et puis, il y a aussi des organismes relais, c'est-à-dire que voilà, nous, quand on fait le site, on n'est pas sur place, mais il y a beaucoup d'associations qui nous contactent, des organismes qui nous contactent et qui nous disent « Nous, on voudrait faire le défi là, sur vos dates, ça nous intéresse, on voudrait le faire avec plein d'écoles. » Alors, il y a par exemple l'association Horizon Multimédia qui travaille en région PACA, qui nous amène 85 écoles ces 2 dernières années. Ça a été ça. L'année dernière, il y a eu la cité éducative Amiens-Nord avec 4000 élèves, la ville de Pau qui le fait avec une douzaine d'écoles, la FCPE Gironde, etc., etc. Et puis là, je n'ai que les organismes qui se sont manifestés. Parce qu'il y a sur le terrain toutes les associations de parents d'élèves, les associations de quartier, etc., etc., qui œuvrent pour mettre en place un défi sur le terrain. Voilà. Voilà ce que représente un petit peu la mobilisation. En plus, cette année, on va être récompensé par un fonds de dotation à tout soleil, voilà, dans le cadre du Revivre ensemble pour limiter les effets durables de la crise sanitaire sur les plus jeunes. Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Alors, j'ai presque terminé. Mon principal message aujourd'hui, c'est de vous dire que il me semble vraiment que voilà, le défi 10 jours sans écran a un vrai potentiel. C'est celui qui a été conçu par Jacques Brodeur. Mais quand on propose ce défi collectif, je trouve, il me semble que ce potentiel est démultiplié. Voilà, parce que c'est un outil d'éducation à la maîtrise du temps écran à grande échelle. Il permet d'intervenir au sein des écoles, et ça me semble important, et au sein des foyers, les deux. Il me semble être un contrepoids important. On en a parlé tout à l'heure, comment faire contrepoids à ces discours déjà tout ficelés, qui sont... vous voyez de quoi je parle. Il me semble que c'est un projet qui permet la prise de conscience collective. Alors ça peut être
un niveau local, mais du coup, si on est encore plus nombreux à le faire, peut-être que, on peut se dire que la prise de conscience est encore plus importante, plus large. Voilà. Elle permet une large mobilisation sociétale, qui permet, à mon sens, d'envoyer un message, qui était celui de dire ce que Jacques Bronner disait, puisque les pouvoirs publics sont incapables de réguler ce phénomène, alors les acteurs de l'éducation, les enseignants, les parents, passent à l'action, en fait. Voilà. Et du coup, ça questionne. L'année dernière, une journaliste de France Culture m'a interviewé et est revenue sur ça. Bon, j'ai pas trop su et j'ai pas été trop doué, je suis pas un bon communicant, mais elle m'a posé cette question. Elle m'a dit mais alors il y a un problème. Ça veut si autant de personnes se sentent obligées d'organiser des défis 10 jours sans écran, c'est qu'il y a vraiment ce souci, c'est que vous pensez que les pouvoirs publics ne sont pas capables de s'en occuper. Enfin, je trouve qu'il y avait un sujet intéressant. Ça crée en plus un événement, donc une fenêtre médiatique, et ça permet, à mon sens, de déplacer un petit peu le débat public vers la question du temps écran, que je trouve qui est souvent éludé dans les guides qu'on nous donne, qu'on nous distribue gratuitement, où on nous explique comment bien utiliser les écrans, mais on ne nous parle jamais des préconisations de l'ANSES, de l'OMS, de l'Observatoire national de la sédentarité, de l'activité physique, etc. etc. Voilà. Alors du coup, le problème, c'est que dans l'association, on était un petit nombre au départ, mais maintenant, honnêtement, on est très très peu nombreux. Du coup, les besoins augmentent, et du coup, les besoins logistiques aussi. Le problème auquel on est confronté, et même je suis confronté, voilà, il faudrait plus de personnes qui s'occupent de ce défi collectif. Voilà, c'est un peu un appel que je lance aujourd'hui. Si jamais vous voyez une possibilité pour que on puisse le faire un peu plus collectivement, je pense que ce serait bien qu'on y réfléchisse. Voilà. J'ai une faute d'orthographe, excusez-moi. Si vous voulez vous tenir informé, vous pouvez vous inscrire au bulletin d'information à 10joursansécran.org newsletter. Je vous remercie de votre attention.